Bien, alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que la vie est belle et que vous avez tenu le choc avec la canicule, parce que alors moi ça m'a épuisé. Je suis complètement déglinguée. Bon, mais faut dire que je supporte ni le froid ni la chaleur, parce que j'ai plus de... Voilà. Et ça c'est redoutable, parce que le thermostat, il y en a plus. Donc c'est dur. Bon, enfin bon, il y a pire, hein, parce que je crois que dans certaines parties du monde, ils atteignent des températures effroyables. Donc, dans notre malheur, on a encore de la chance. Faut s'accrocher parce que bon, nous sommes dans les temps où tout se déglingue. Vous l'avez bien vu. Alors justement, nous allons parler de la troisième partie de l'aventure de Rodeline Palacio, qui va nous donner des prédictions d'ailleurs. Et il y a des choses assez troublantes. Et puis vous allez apprendre aussi des choses très intéressantes, je pense. Je crois que ça va vous plaire. Alors je suis déçue parce que l'Atlantide a coulé à pic, décidément. Ça a été dans les abysses. Bon oui, la bestiole s'est déchaînée. Et je venais à peine de mettre en ligne qu'elle me disait que c'était pas comme d'habitude. Au bout d'une heure, elle m'a dit que c'était carrément la chute libre. Et je me suis aperçue après de quoi il retournait. Ben oui, les alertes n'ont pas été faites. Alors, on nous signale par où on a le maximum d'adhésion, si vous voulez, à nos vidéos. Et ben les abonnés, ils étaient aux abonnés absents, c'est le cas de le dire. Bah oui. Quant aux notifications, les réponses aux notifications aux abonnés, ben c'était pareil. Oh, avouez que c'est bête. C'est d'autant plus bête que beaucoup vont quand même signaler que ils en reçoivent plus. Alors, d'abord merci, merci parce que vous avez été d'une générosité rare. Euh, et heureusement parce que cette vidéo, comme ils ont serré les boulons, alors ils serrent les boulons une fois par an, bien grandement. Et tous les 3 mois, fin de trimestre, ça recommence. Donc pour cette vidéo-là, cette dernière vidéo, ça me coûte cher évidemment. Donc si j'avais pas eu vos dons, franchement, est-ce que ça vaut le coup de travailler en ce moment 15 heures par jour? J'en ai besoin, oui, j'en ai besoin matériellement. C'est pour ça que je continue, mais franchement, c'est dur. En tout cas, merci, 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 je le dirai jamais assez. Merci, quoi. Voilà. J'ai rien de plus à dire. Je veux pas radoter, mais franchement, ça m'a rendu service. Voilà. Et puis donc, pour résoudre ces histoires d'abonnements, regardez régulièrement. Puis alors surtout, vérifiez vos abonnements et vérifiez. Vous allez voir, quand vous tapez sur abonnement, vous allez voir qu'il y a des cloches. Et il y a une cloche où il y a marqué tout ou je sais pas quoi. Ça veut dire que normalement, ça vous permet d'être alerté sur toutes les vidéos que je sors. Vous voyez? Vérifiez que cette cloche s'affiche à côté d'abonnés. Sinon, ça veut dire que ça n'y est pas. Parce que moi, je fais en sorte que les alertes soient données et manifestement, c'est terminado, quoi. Donc il faut se débrouiller. Puis si le mieux, c'est de vérifier régulièrement ce qui sort sur ma chaîne. Ça prend 2 minutes. Vous savez que je mets mes vidéos entre 8h15, enfin 20h15 et 20h45. Donc voilà. Les commentaires sont importants aussi. Je signale quand même que un seul suffit par personne, parce que sinon, à mon avis, c'est plus compliqué. N'oubliez pas les pouces, parce que tout compte, vous voyez, à l'heure actuelle. Enfin bon, bref, faites au mieux. Et merci. Merci de votre soutien. Parce que sur ces sujets-là, en ce moment, je travaille énormément, puis je suis très fatiguée. Mais vraiment, je tiens plus en l'air. Voilà. La canicule m'a achevé. Le voyage à Calais, qui a été merveilleux, m'a achevé aussi, parce que j'ai énormément travaillé au mois de mai et bougé. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Voilà. Bon, enfin, on va pas en faire un plat. On va passer à l'essentiel, parce que c'est ça que vous attendez, hein. Et j'ai envie de vous faire plaisir pour terminer. Et vous allez apprendre des choses importantes. Vous allez voir. Donc on a été resté à l'Atlantide qui venait de couler à pic, sous les eaux, comme ma vidéo la concernant. Elle était montrée à Roselyne Palacio les conséquences de cette catastrophe planétaire.
Et ça a été des conséquences absolument désastreuses pour la population mondiale, puisque les survivants, les terriens survivants, sont revenus à la vie primitive, dans un univers évidemment hostile, puisque beaucoup de volcans s'étaient déclenchés, en plus des terribles inondations. On s'est retrouvés sous l'eau, et évidemment, ils sont très mal adaptés, faut comprendre. Et après avoir assisté à des scènes épouvantables, puisque l'hologramme lui montre des images, elle va entendre un curieux son, et se retrouver allongée sur une table. Penchée au-dessus d'elle, la créature la contemple avec toujours autant d'amour dans le regard, et elle va lui demander de se remettre de ses émotions et de regarder les images que va produire l'hologramme. Tout ça, c'est télépathique, évidemment. Et elle va lui dire, vos émotions, laissez-les de côté, ce sont des ressentis superficiels et vous devez vous en débarrasser. Sinon, votre capacité de réceptivité à ce qu'on vous montre et ce que je vous dis sera entravée. Roselyne Palacio va alors l'entendre dire que c'est dans ce contexte terrible pour les terriens que des représentants de la Fédération universelle, donc probablement la Fédération galactique, les représentants se sont réunis pour élaborer un plan de sauvetage de Terra, puisque notre Terre s'appelle comme ça pour ces galactiques, la priorité étant de rétablir les conditions climatiques qui permettront à la planète et à tout ce qui y vit de ne pas mourir. La créature va alors révéler que les élus des 5 races qui peuplaient la Terre et qui la peuplent toujours à l'heure actuelle, dont le célèbre Noé, ont été avertis par les représentants de la Fédération de ce qu'ils savaient. Ils avaient décidé à l'unanimité. Ils ont décidé d'un plan de sauvetage. Pour sa part, Noé, qui avait vu la chose arriver, avait construit, avec l'aide d'autres personnes, une arche gigantesque, afin de sauver nombre d'espèces du déluge à venir qui ravagera un petit peu plus tard la planète et qui fera disparaître sous les eaux des océans, la majeure partie de ces territoires. Bon, il avait été averti, et puis bon, ça commençait vraiment, après l'Atlantide, ça avait vraiment monté, et puis ça a continué. Parce que vous avez bien compris que le climat avait changé, et qu'il pleuvait tout le temps, on voyait plus le soleil, donc ça change tout. Alors notons que, selon les sources, le déluge se serait produit entre 2350 et 2900 ans avant Jésus-Christ. Donc, à l'échelle du temps, c'est carrément hier. En tout cas, le plan avait fonctionné, et quand les eaux avaient baissé, l'arche à la dérive avait fini par s'échouer. Au pied du mont Ararat, comme les êtres le diront à Roselyne Palacio, et ce mont Ararat se trouve à l'heure actuelle en Turquie. Voilà. Notons qu'en 1987, le gouvernement turc a d'ailleurs annoncé publiquement que les vestiges de l'arche auraient effectivement été retrouvés au pied de ce mont Ararat, qui est un ancien volcan d'ailleurs. Car effectivement, à l'endroit indiqué a été retrouvée une forme qui pourrait être désignée a priori comme étant une formation géologique. Or, comme vous pouvez le voir sur l'image, cette forme a étrangement la forme d'un immense bateau. Et mieux encore, c'est qu'elle a exactement la longueur de l'arche telle qu'elle a été indiquée dans les textes bibliques, c'est-à-dire 515 pieds, ce qui correspond à 300 coudées égyptiennes. Et l'être va souligner que toutes les créatures, tant humaines qu'animales, qui se trouvaient à bord de cette arche, en ont alors débarqué, se sont dispersées ça et là, et c'est ainsi que, dans cette partie du monde, la vie a repris son cours peu à peu. Il indiquera également que les enfants et les petits-enfants de Noé auraient eu des descendants, et que cela aurait de nouveau engendré la race noire. Alors vous vous souvenez que la race noire, ses représentants étaient importants. Les prêtres, les hauts prêtres qu'il y avait à Mu, ils ont pris cher. En Atlantide, ça n'a pas été terrible non plus. Donc, voilà. Bon, c'est un peu curieux, mais c'est comme ça. En tout cas, juste après cela, l'hologramme va montrer à Roselyne Palacio des êtres de type asiatique, en train d'émerger de cavernes, situées dans les hauteurs des montagnes de l'Himalaya.
Ils vont en descendre et se disperser dans les plaines. La créature va ensuite révéler que les humains de la race rouge se sont répartis dans la région de Galt, qui se trouve située au nord de l'Incalie, donc tout au nord du Canada. Hein. Et quant aux humains, qui avaient la peau mate, eh bien, ils ont émergé des entrailles de la terre, et il se dit, d'après la créature, que ceux-là connaissaient les secrets du noyau de la terre. Alors ce qu'on appelle aujourd'hui la terre creuse, mais est-elle vraiment creuse? Mais bon, c'est intéressant parce qu'en fait, pour moi, ce sont des plans dimensionnels différents. Enfin bon, on continue. En tout cas, ceux de la race blanche, ils sont pas restés sur Terre. Ce sont leurs créateurs qui les ont emmenés à bord de leur grand vaisseau, un immense vaisseau spatial. Puis dans l'instant, Roselyne Palaccio va avoir la sensation de s'élever. En un clin d'œil, elle va se retrouver projetée dans le cosmos et c'est ainsi qu'elle pourra contempler la Terre dans son ensemble, mais cela ne durera pas, puisqu'elle reviendra bien vite planer au-dessus de sa surface. Et en fait, elle va se retrouver en train de flotter sous un immense vaisseau absolument identique au vaisseau dans lequel elle se trouve, et elle verra alors de petites navettes faire d'incessants va-et-vient entre la Terre et le vaisseau, et la voix de la créature qui résonne dans sa tête l'informera que ces navettes sont en train de ramener des vivres à bord. Voilà. Puis sans transition, la créature va évoquer la fin de Sodome et Gomorrhe, tout en soulignant que leur intervention, à eux les galactiques, a été l'une de leurs interventions les plus discrètes. Et sur l'écran que forme l'hologramme vont aussitôt défiler des images, les images d'une cité antique entourée de remparts et grouillante de monde. À sa grande surprise, les gens qu'elle distingue sont petits, trapus et contrefaits. Même les enfants sont difformes, et elle sera frappée par leur regard sombre qui respire absolument pas la candeur. Les personnages de la cité qui ressemblent le plus à des humains sont franchement repoussants. Ils ont le regard vide, l'air mauvais, et elle va remarquer que les tourments et les misères de leurs congénères les rendent manifestement joyeux. On se rigole beaucoup du malheur des autres là-bas. La ville est sale, encombrée d'ordures, d'immondices parmi les moins ragoûtants, et il y a une puanteur dans cette cité absolument terrible. Puis sans transition, Roselyne Palaccio va alors se retrouver dans une salle immense située à l'intérieur d'une sorte de grande forteresse. Allongés un peu partout, des gens hideux et ivres, ils mangent, ils boivent plus que de raison. Sur un trône siège une sorte de monstre, couronné, vêtu d'une toge rose. Son visage est déformé, ses yeux sont hagards, aussi déformés. Il est absolument hideux, et de longs poils couvrent son dos, et ses yeux sont je vous dis, affreux. Ils sont pas à la même hauteur, enfin bon, bref, ça va pas du tout. Et une jeune fille, tout aussi laide, a fait son apparition entourée de gardes. Ses yeux, à elle, sont démesurément grands, ses arcades de sourcilières proéminentes, probablement des résidus de Néandertal ou de Cro-Magnon, plus exactement. Et elle a un nez si épaté qu'il tient presque la moitié de son visage. Elle va venir se prosterner devant le répugnant personnage qui est assis sur le trône. La malheureuse semble terrifiée, et elle tremble d'ailleurs de tous ses membres. Et un jeune homme qui a les traits d'une personne qui est atteinte de trisomie, va venir la rejoindre et s'incliner à son tour devant le personnage. Et à ce moment, les invités qui avaient commencé de s'agiter en apercevant la jeune fille vont bruyamment manifester leur joie et leur excitation. Des gardes vont alors arracher les vêtements des jeunes gens et les contraindre à s'accoupler, ce qu'ils vont faire sans hésitation et sans la moindre pudeur, exactement comme le feraient des animaux. La voix va expliquer à Roselyne Palaccio que ce qu'elle voit se déroule à Gomorrhe et que, comme pour Mu, ce que sont devenus ses habitants est la conséquence directe des expériences génétiques ratées des Elohim. Ces êtres ont donc dégénéré physiquement tout autant que moralement, que leurs mœurs. Donc vous voyez ce que ça donne. À Sodome, la cité voisine, la situation est d'ailleurs identique pour exactement les mêmes raisons.
Ses habitants dépravés passent le plus clair de leur temps à forniquer, y compris avec des animaux. Bah oui, tant qu'à faire. Puis Roselyne Palaccio va soudain se retrouver à survoler Gomorrhe. La nuit vient de tomber et un grand vent s'est levé. Elle va alors voir un nuage très sombre faire son apparition dans le ciel et venir se positionner juste à la verticale de Gomorrhe. Il va se dissiper peu à peu pour laisser apparaître un vaisseau spatial, mais alors gigantesque. Et tout à coup, vont fuser de sa base de puissants rayons qui vont détruire en un rien de temps tous les bâtiments de Gomorrhe et de sa voisine, la cité de Sodome. Il ne subsistera plus d'elle qu'une fine poussière blanche. Quant à leurs habitants, tous sont morts pétrifiés. Après cela, le vaisseau va s'éloigner et disparaître en un clin d'œil. Et alors que le jour se lève, Roselyne Palaccio va se retrouver à survoler la zone où quelques heures plus tôt se trouvaient encore les deux cités. Et là, qu'est-ce qu'elle voit? Un petit nuage bleuté qui stagne au-dessus d'elle, qui se déplace très lentement, et elle va remarquer de temps à autre qu'une minuscule flamme bleue quitte le sol pour venir se fondre dans cet étrange nuage. Qu'est-ce que c'est que donc ça? Et la voix va alors lui expliquer que ce qu'elle voit, ce sont les âmes des victimes qui se regroupent. Elle lui précisera encore que sur tous les lieux où des personnes décèdent en masse, par exemple sur les champs de bataille ou lors de catastrophes naturelles, eh bien les esprits des défunts ne réalisent pas forcément qu'ils sont décédés. Ils peuvent alors avoir un petit peu de mal à comprendre qu'il leur faut tout de suite rejoindre la lumière, donc le temps qu'ils comprennent, ça prend du temps, ce qui explique ce qu'elle est en train de contempler. C'est alors que le petit nuage va se transformer soudain en une sorte de boule et rouler sur lui-même, et ensuite il va partir à une vitesse vertigineuse, perdre sa couleur bleutée, se transformer en une sphère d'énergie pure qui va disparaître soudainement. Et je vais vous dire 2 mots sur Sodome et Gomorrhe. Depuis quelque temps, divers experts indiquent que la destruction de ces 2 villes résulterait d'une explosion cosmique qui serait produite au-dessus d'elle il y a environ 3600 ans. Et le site, regroupant leurs vestiges, se situerait, selon les experts, à Tal el-Hammam, où sont menées des fouilles depuis 2005. Tal el-Hammam se trouve au sud de la vallée du Jourdain, à environ 15 km au nord-est de la mer Morte. Notons que si on s'en tient au récit historique, les cités de Sodome et Gomorrhe seraient plutôt au sud-est de la mer Morte. Enfin bon. Au vu de ce qui a été trouvé à Tal el-Hammam, il semble qu'une phénoménale explosion se soit produite à quelques kilomètres au sud-ouest qui aurait produit un éclair, au sud-ouest du site de Tal el-Hammam. Et une boule de feu dont la chaleur était phénoménale, ça c'est les experts qui le disent, aurait alors déboulé sur les 2 villes, à une vitesse, si ces villes de Sodome et Gomorrhe existaient, à une vitesse hypersonique, et ça aurait fait fondre tout ce qui s'y trouvait. On est bien dans le scénario. Le souffle des vents brûlants se serait même propagé jusqu'à Jéricho, se trouvant à 22 km à l'ouest, et Jéricho aurait subi également des dégâts, notamment au niveau de ses remparts. À ce jour, toutefois, tout le monde ne s'accorde pas sur le sujet pour dire que Tal el-Hammam serait l'endroit où se trouvait autrefois Sodome et Gomorrhe. Bon, on verra ce que ça donne dans le temps, mais en tout cas, pour l'instant, il y a débat sur le sujet. Et les chercheurs, en tout cas, ont estimé que ce qu'il s'est produit à Tal el-Hammam, est comparable à ce qui a ravagé la Tunguska en 1908, au-dessus de laquelle un supposé objet céleste de 50 mètres de large a explosé en développant une énergie 1000 fois supérieure à celle de la bombe nucléaire qui a explosé à Hiroshima. Vous vous souvenez que j'avais parlé de la Tunguska. Il faudrait peut-être que j'en reparle d'ailleurs de ça. En tout cas, toujours est-il qu'après avoir assisté à la destruction de Sodome et Gomorrhe, qui lui avait fait prendre conscience de l'étendue de son ignorance des choses, Roselyne Palaccio va ressentir un grand vide intérieur qui va lui donner envie de pleurer. Mais elle n'aura pas le temps de s'apitoyer sur elle-même, puisque soudain, la voici repartie dans le cosmos. Le spectacle grandiose des planètes et des étoiles qu'elle contemple va la consoler, ça la fascine,
La terre qu'elle voit désormais si petite ne lui semble plus aussi importante. Bah oui, quand on s'éloigne, on relativise les choses et en cet instant, elle a conscience qu'elle-même est aussi insignifiante qu'un grain de sable au regard de cette immensité qui lui fait un peu peur, il faut bien le dire. Et c'est à ce moment qu'elle va distinguer un curieux rayon qui émane de la Terre et il va prendre la forme d'un cône en s'allongeant et ce cône va soudain sembler se détacher de la planète. En passant près de la Lune, eh bien il va se transformer en un immense cristal qui va filer vers le Soleil et quand il va passer à proximité du Soleil, il va faire pâlir sa lumière, c'est vous dire. Son éclat va encore s'intensifier et s'étendre sur toute la Voie lactée, au point d'en modifier les couleurs. La Voie va lui apprendre que ce qu'elle vient de voir n'est autre que le Logos qui vient de quitter la Terre, en soulignant que ce à quoi elle vient d'assister, ça s'est produit il y a 2000 ans. Comme elle ignore ce qu'est le Logos, la Voie va lui préciser qu'il s'agit d'une partie de la divinité suprême, l'esprit de la divinité suprême qui avait investi le corps de Jésus-Christ. Je rappelle en grec que le terme logos signifie la parole. Le logos divin est donc celui qui diffuse la parole divine. Pour les chrétiens, Jésus-Christ n'est autre que le Dieu fait homme. On le désigne aussi comme étant le Verbe incarné. Le Verbe, c'est la parole, ça aussi. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. En d'autres termes, Roselyne Palacio vient de voir ce qui est l'ascension de Jésus pour les chrétiens. Ainsi donc, Roselyne Palacio, cette brave Roselyne, a vu le Christ quitter la terre et la voilà bouleversée. Et ceci, d'autant plus que ça la ramène une fois encore à son ignorance. Et c'est à ce moment-là qu'elle va sortir du scénario où elle se trouve. Elle va reprendre conscience, le visage baigné de larmes et la créature penchée sur elle va aussitôt plonger ses yeux dans les siens, ses grands yeux étranges qui semblent une fois encore exprimer clairement de la pitié. Elle va s'entendre dire que les humains ont oublié leurs origines du fait de leurs écrits qui ont été falsifiés, transformés et interprétés. Et elle terminera en disant que c'est pourquoi les terriens ne comprennent plus la réalité et perpétuent inlassablement les mêmes erreurs. Ça, on peut pas dire le contraire. Après cette révélation, Roselyne Palacio va se sentir encore plus mal, et la créature qui lit évidemment dans ses pensées va alors s'éloigner jusqu'au bout de la table où elle est allongée, et afin de se concerter avec les deux autres créatures qui se trouvent à ses côtés un peu en retrait. Donc ça va discuter, et le temps qu'ils discutent, et ça n'a pas fait de bruit, mais enfin, ils échangeaient, quoi. Hein. En tout cas, le temps qu'ils discutent, notre amie Roselyne va en profiter pour se reprendre un petit peu, et lorsque la créature va revenir vers elle et plonger son regard dans le sien, elle va soudain remarquer que son petit corps tout frêle n'est plus que vibration, en même temps que sa luminosité est en train de s'accroître. Et voici ce qu'elle écrit, ce qu'elle a décrit dans son livre. Hein. Le corps d'elle, elle l'appelle elle, parce qu'elle ne connaît pas encore son nom, n'était que vibration. Il est constitué de particules qui respirent, se meuvent et étincellent. L'intensité lumineuse qui émane de son corps s'accentue, et c'est en vain que je cherche à comprendre ce qui va se produire. Elle va pas être déçue. À ce moment, les deux autres êtres vont se fondre comme par magie dans un mur invisible et disparaître à la vue. Et l'aimable petite créature va alors se transformer, complètement. Son corps va s'éthérer davantage, se mettre à onduler. Il va se transformer par à coup, ce corps, et il ne restera qu'un balai de particules virevoltantes qui va finalement diluer sa forme. Et c'est alors que va se former l'image d'un cerveau qu'elle va voir flotter au cœur de la danse des particules, qui a partiellement conservé la forme de l'être, mais enfin vraiment à minima. Et ce ne sera pas tout, puisque tout à coup, elle va devoir contempler avec un certain dégoût, faut bien le dire, un corps qui se forme peu à peu, organe par organe, os par os, muscle par muscle, veine par veine. Elle verra aussi le cœur prendre forme et se mettre à battre, tandis que le sang commence à circuler dans les veines, dans les vaisseaux. Les chairs vont apparaître peu à peu sous la forme d'amas qui ressemble à de la gélatine, puis ce sera enfin le visage qui apparaîtra,
La peau est un peu rosée, elle va ensuite recouvrir l'ensemble du corps, des membres, la tête, tout. Puis les cheveux vont se mettre à pousser, par à coup, dans un mouvement ondulant. Touloulouloulou. La forme s'est finalement transformée en une jeune femme nue, époustouflante de beauté, ses yeux différents sont désormais humains. Elle a des yeux humains maintenant, puisque c'est une femme humaine. Ils sont magnifiques, comme ses dents, son sourire, car elle sourit. Il émane d'elle une incroyable douceur, une sérénité totale. Et c'est surtout ce regard empli de compassion qu'elle pose sur elle, qui va bouleverser Roselyne Palacio au point de la faire fondre en larmes. Tout en lui prenant les mains, la belle femme qui lui fait face et la contemple avec ce regard d'amour va lui révéler son nom. Elle se nomme Meratos. Meratos d'ailleurs comme la planète dont elle est issue. Alors est-ce qu'on peut supposer que c'est une personne, une dignitaire, une personne très importante sur cette planète? Peut-être la reine de cette planète. En tout cas, on ne le saura jamais. Roselyne Palacio va alors ressentir que ses mains, qui tiennent les siennes, sont glacées. Et le sourire aux lèvres, Meratos, qui lit manifestement dans ses pensées, c'est pas manifestement, elle est dans ses pensées, va lui expliquer que c'est un peu long pour que son nouveau corps se réchauffe. Bah oui. Et Roselyne Palacio dira qu'à ce moment précis, elle a éprouvé la sensation de se disloquer dans l'espace et le temps. Et pile à ce moment, le cristal va de nouveau se mettre à former des hologrammes, de nouvelles images vont défiler devant ses yeux, et la voix de la créature va de nouveau résonner dans sa tête. Si cette voix qu'elle perçoit est la même, elle s'exprime cependant désormais par saccades, et d'un ton monocorde, ce qui fera dire à Roselyne Palacio qu'elle a eu à ce moment la sensation d'entendre un enregistrement. Les premières images qu'elle va voir vont lui montrer ce qui pourrait ressembler à la Californie, mais ce sont des voitures aux formes futuristes qui circulent dans les rues de ces villes. Nous voici dans le futur. Et la voix va alors annoncer qu'un gigantesque séisme dans la faille de San Andreas provoquera dans le futur un terrible glissement de terrain. On sait que le Big One n'est pas là. Il a déjà eu lieu il y a très longtemps, mais il paraît que celui qui se prépare, il va être coriace. Donc, voilà. Une crevasse immense se formera, dira la voix, à la hauteur de San Francisco et de San Luis. D'autres terribles séismes affecteront la zone, s'étendant de San Francisco à San Diego. Dans le même temps, le Mexique et l'Amérique du Sud trembleront également violemment. Ça promet. Puis, se produira un terrifiant et ultime séisme qui rayera définitivement de la carte San Diego, Long Beach, San Francisco, Los Angeles et Hollywood, tandis qu'un tsunami détruira complètement Guadalajara et Acapulco. Cette monstrueuse catastrophe, dira la voix, sera suivie d'une invasion de sauterelles qui détruira toutes les cultures au centre des États-Unis. D'autres séismes de grande envergure affecteront alors diverses parties du monde, causant des désorganisations majeures, des pénuries, une pollution grave des eaux et de la nourriture. La voix de Meratos va souligner que les Américains et que les Canadiens vivront à ce moment une prise de conscience majeure et plutôt douloureuse, puisque les richesses et l'opulence n'existeront plus. Pour les Américains, je pense que ça va leur faire tout drôle. En tout cas, les gouvernements mondiaux perdront alors totalement le contrôle sur leur population, plongés dans la précarité et la peur, des violences et des conflits éclateront un peu partout dans les populations, ce d'autant plus que des épidémies vont sévir, et d'après la voix, un nouveau virus venu d'Afrique du Sud causera des ravages. Il affectera le système nerveux des individus et causera leur mort. La voix précisera que ce virus a été créé par la main de l'homme. Tiens, ça nous change. Mais que les gouvernements le cacheront. Ah bah oui, pareil. Mais mise en quarantaine par le reste du monde, l'Afrique du Sud ne se relèvera pas de tout ça. Alors que les hologrammes continuent à défiler, dévoilant des images de plus en plus catastrophiques les unes que les autres, eh bien la voix de l'entité va continuer de commenter. Roselyne Palacio s'entendra ainsi dire que les empires technologiques japonais et américains finiront par s'effondrer.
Viendront ensuite des images montrant les vestiges d'une civilisation vieille de 15 000 ans qui sera découverte dans le cercle arctique. Tout ça est intéressant, puisqu'il a été récemment découvert en Finlande, à la grande surprise des archéologues, un important site datant de 15 000 ans, ceci en Finlande, à 80 km en dessous du cercle de l'Arctique. Et ça démontre qu'à cette époque, dans cet endroit où on ne pensait pas qu'on trouverait ça, eh bien qu'il y avait des chasseurs-cueilleurs qui enterraient soigneusement leurs défunts. Qu'est-ce qu'on va retrouver encore avec la fonte des glaces? Parce que ça s'accélère vraiment, et à mon avis, on n'a pas fini d'en découvrir sous la glace. Et Rosalind Palacio, tant qu'à faire, verra aussi la centrale nucléaire d'Indian Point, située près de New York, détruite par un violent séisme. Cette centrale a été construite en 1974, je le rappelle, et elle est réputée depuis le début, et depuis longtemps en tout cas, être celle de tous les dangers. Elle a d'ailleurs connu une série d'incidents majeurs au début du XXIe siècle, et en 2016, on a constaté qu'elle avait gravement pollué la nappe phréatique avec du tritium. Pour la petite histoire, je rappelle que cette centrale est située sur une rive de l'Hudson River et qu'elle est surveillée depuis longtemps par les ovnis, et notamment depuis une certaine soirée de juillet 1984. Voilà, donc vous savez que nos amis, ou pas forcément amis d'ailleurs, surveillent le nucléaire, là, ils l'avaient à la jumelle. Et ce qui s'est passé à Indian Point, j'en reparlerai de ça aussi. En tout cas, les images montrant le supposé futur de l'humanité terrestre vont continuer encore et encore de défiler, tout aussi anxiogènes les unes que les autres, avec la voix, qui continue inlassablement de les commenter sur son ton monocorde. Et cette voix va dire que des engins nucléaires volés par des terroristes au Moyen-Orient, en représailles envers les gouvernements qui leur refusent ce qu'ils demandent, seront ainsi lancés sur des civils, ce qui provoquera de grands désastres. Elle soulignera encore qu'un monarque puissant du Moyen-Orient, dont le règne sera marqué par de multiples tromperies, ne respectera pas le traité de désarmement nucléaire, aujourd'hui on appelle ça le traité de non-prolifération des armes nucléaires, et que ce monarque utilisera l'arme nucléaire contre une autre nation. Oui. Vous voyez, vous savez ce que je pense, je suppose. En tout cas, la conquête spatiale, on va changer de registre, c'est plus gai, serait également évoquée, alors qu'en 1966, comme vous vous en doutez, l'homme n'avait pas encore marché sur la Lune et on savait pas grand-chose de ce qui allait se passer. Et vous allez voir que c'est intéressant. En tout cas, Rosalind Palacio va apprendre que les Américains et les Russes poursuivront leur conquête spatiale, et aussi qu'un squelette sera découvert sur Mars. Donc on n'est pas encore au bout du bout, parce que je suis pas sûr qu'on ait découvert un squelette. Bon, on sait jamais. Et c'est là que la voix de Meratos va nous annoncer un scoop. 1966, n'oubliez pas, la Chine est en pleine révolution. À cette époque, on lui dit que les Chinois vont aller sur la Lune, avec l'idée de construire une base souterraine. Notons que la Chine est à ma connaissance le seul pays à avoir posé un engin sur la face cachée de la Lune, ceci en 2019, et que les premiers échantillons y ont été prélevés en mai 2024. Bien vu, Meratos. Il sera question aussi, dans la suite de ce qu'on va lui dire à cette pauvre Roselyne qui souffre beaucoup en voyant tout ça, que la pollution des eaux et de l'air, ainsi que des épisodes de sécheresse vont être terribles. Ça va provoquer des famines absolument épouvantables, qu'il y a beaucoup de gens qui vont partir. Et toujours dans les mauvaises nouvelles, Rosalind Palacio apprendra qu'à partir de 1997, donc là c'est du passé, la Terre commencera à basculer sur son axe, ce qui provoquera des séismes et des éruptions volcaniques en quantité, qui entraîneront la mort de millions de personnes. On n'en est pas là, mais souvenez-vous quand il y a eu ce tsunami il y a quelques décennies, je sais plus quand est-ce que c'était, en Thaïlande, a fait du dégât. Il paraît que l'axe de la Terre a légèrement bougé. En tout cas, d'après la voix, après cela éclatera, tant qu'à faire, l'ultime guerre mondiale, car les survivants à cette catastrophe planétaire s'entre-déchireront afin de s'emparer des territoires de la planète qui sont encore vivables.
Le grand final se produira, d'après la voie en l'an 2000, puisque la Terre basculera définitivement sur son axe, ce qui déplacera terres et océans, provoquera de gigantesques tsunamis, des séismes ravageurs, etc., etc. Bon, la date est passée, nous en sommes toujours en vie, et comme vous l'avez certainement noté, des prédictions apocalyptiques de la part des stellaires, il y en a eu un paquet. C'est récurrent, et elles se réalisent généralement pas. Mais Meratos donnera une explication à cela. Patience, attendez un peu. En tout cas, les révélations se poursuivent, je reste dans la chronologie. Roselyne Palacio apprendra ainsi qu'entre 1988 et 1992, puis entre 95 et 98, des groupes d'initiés quitteront la Terre à bord de vaisseaux afin de rejoindre d'autres galaxies et qu'ils y reviendront après le désastre de l'an 2000 pour aider une population qui sera réduite à ce moment des 2/3. Bon, évidemment, en entendant cela, notre pauvre Roselyne Palacio, elle est dans la panique. Elle va évidemment demander à Meratos s'il est possible à l'humanité d'éviter un destin aussi funeste, ce à quoi l'entité lui répondra que c'est en effet possible, mais sous la condition que les terriens progressent spirituellement et veillent à ne plus se détruire. Pour l'instant, c'est mal barré les lapins, hein, on est mal barré. Voilà. Après cela, Meratos va la regarder fixement et elle va sentir tout son corps vibrer. Ses pensées vont alors se figer et elle va éprouver à ce moment le sentiment de se retrouver à la frontière d'une autre dimension. Elle apercevra d'ailleurs une lumière difficile à décrire et c'est alors que ses grands-mères défuntes vont lui apparaître. Leurs corps sont lumineux et transparents et elle lui sourit. Roselyne Palacio dira qu'à ce moment, elle s'est sentie dans un bien-être incroyable, et ça, je veux bien le croire, puisqu'on lui a déjà annoncé. Et là, cela va cesser brutalement. Voilà soudain qu'elle éprouve la sensation que son corps est devenu lourd, très lourd, qu'elle étouffe, que son esprit lui semble d'un seul coup très lent. Meratos va alors lui poser la main sur le front, en même temps qu'elle l'entendra lui dire « ma fille ». Donc elle va appeler Roselyne « ma fille ». Puis elle va poser la main sur son ventre, en plongeant son regard dans le sien, et Roselyne Palacio sentira immédiatement son corps redevenir fluide et léger. Pratique. Et elle va avoir l'impression, cette chère Roselyne, que leurs pensées à elle et à Meratos sont en train de se mélanger, et que Meratos lui transmet des données, dont elle dira avoir eu la sensation qu'il en a été ainsi fait, comme pour marquer son âme. Et voici textuellement, et là je reprends textuellement parce que c'est très beau et ça me paraît judicieux de le rappeler sans l'interpréter par mes propres mots. Voilà ce que dit Meratos. Dans le cosmos, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout a toujours été et tout continuera sous une forme ou sous une autre. Les ondes voyagent, elles sont captées, transformées et elles poursuivent leur course vers l'infini. Vous cherchez d'autres formes de vie dans le cosmos, n'oubliez pas que vous pouvez les trouver, et elles seront telles que vous les aurez imaginées. En effet, elles peuvent revêtir la forme et se composer de la matière désirée. Vous cherchez Dieu? Ah, vous pouvez le trouver, et la forme qu'il prendra sera celle qu'il vous sera possible de percevoir. Il n'y a pas qu'une, mais il y a des vérités, autant de vérités. Autant d'ondes positives et partant de là autant de création. Tout acte créateur relève de l'essence divine. C'est l'ensemble des forces créatrices qui fait celle de la suprême divinité. Il n'y a rien de trop petit ou de trop grand. Chaque parcelle de la création forme un tout parfait. Meratos lui a transmis nombre de vérités spirituelles, elle lui a notamment fait réaliser que l'être humain participait à la création divine en portant la vie. Elle soulignera, Meratos, que mettre un enfant au monde est un acte sacré, porteur d'une responsabilité cosmique. Puis Meratos va se tourner vers l'écran de l'hologramme dans lequel de nouvelles images vont se former. C'est ainsi que Roselyne Palacio va revoir Nové, que Meratos nomme le mage éternel. Nové qui l'a tant chaviré lorsqu'elle l'a rencontré sur la planète Hermaton, ça c'était dans la vidéo concernant Mu.
Et après avoir prononcé des formules étranges, Meratos va inviter Nové à enseigner ses origines à Roselyne Palaccio en lui disant « Voici celui qui connaît bien le cœur des hommes, enseignez-lui ses origines. » L'image va aussitôt se former dans l'hologramme et à nouveau, elle sera bouleversée par la beauté de cet homme et de tout ce qui se dégage de lui. Une fois encore, elle va observer que des auras dorées sortent de sa bouche lorsqu'il s'exprime. Et voilà ce qu'il va lui dire d'une voix posée. Là aussi, je reprends le texte comme ça. Enfant de Terra, tout a été dit, tout a été démontré. L'homme se répète sans cesse. Il revient toujours au même point depuis qu'il existe. Il engendre ce qu'il est, au lieu d'engendrer ce qu'il désirerait être. Chaque humain possède au fond de son être une partie de la puissance divine. Il se doit de la développer. Il lui faut ouvrir son cœur, son esprit. Il faut réapprendre à vous élever au-dessus de votre écorce terrestre, car cela est votre seule continuité. Vous ne croyez qu'en l'existence de la matière, il existe pourtant autant d'antimatière. Tout est parfaitement équilibré dans l'univers, c'est la pensée qui crée la matière, mais malheureusement, il semble que l'homme l'ait oublié. Croyez-vous que vous réussirez à rendre la matière immortelle? En entretenant cette pensée, vous entraînerez votre propre destruction. Aucune espèce dans l'univers ne désire voir mourir la vie sur Terra, puisque nous avons tous participé à sa création. Il est temps que ceux qui nous ont initiés à cette pensée, il est temps que ceux qui ont été initiés à cette pensée le disent sans crainte. Tout humain naît avec le pouvoir de réfréner les forces négatives pour les transformer en forces positives. Cela constitue sa dualité essentielle. Mais ceux qui naissent avec le cœur bon souffrent d'une maladie terrestre qui les empêche d'arrêter la destruction. Cette maladie s'appelle la peur. Homme de peu de foi. Si vous laissez le doute envahir votre être, vous perdrez tous vos pouvoirs. Sachez que vos jours sont comptés, et quand vous posséderez la puissance nucléaire, prenez bien garde, car un simple petit débalancement d'épaule, ça veut dire si vous faites péter la chose, eh bien, ça fera sauter toutes vos armes, toutes les armes sauteront entre vos mains, et vous retournerez encore une fois dans l'histoire du passé de Terra. Voilà. C'est vrai que je vous parle de ces sous-créations, parce qu'on est à la limite. Une sous-création qui se termine, qui fait partie d'une sous-création, dans la création divine. Donc retour à l'envoyeur. Si on commet les mêmes erreurs, on retourne dans la création d'avant et on est le futur de la création d'avant, pour résumer ce que je pense. Durant quelques instants, Nové la regardait droit dans les yeux avant que son image ne s'efface. Il l'a fixée. Et elle dira qu'à ce moment, elle a eu la sensation d'être écrasée par tout le poids de l'humanité. Et que faire? Comment pourrait-elle changer cela toute seule? Meratos va lui recommander de se souvenir de ce message de Nové, ainsi que des événements futurs qui lui ont été révélés. Puis elle lui dira que si elle ne peut changer le cours du temps, eh bien elle peut elle-même changer et aider les autres à faire d'eux-mêmes, car tout cela sera générateur d'énergie positive qui prendront leur place quelque part. Et oui, rien ne se perd. À son grand désespoir, Roselyne Palaccio va soudain voir Meratos se dématérialiser. Sa forme s'est transformée en millions de petites particules bleutées et blanches. L'immense sentiment d'abandon qu'elle va ressentir à ce moment va lui faire monter les larmes aux yeux. La table sur laquelle elle est assise va alors s'abaisser et se fondre dans le néant d'un sol inexistant. Et elle va se retrouver en train de flotter en l'air dans la position du lotus, tandis que la luminosité du lieu est devenue d'un blanc lumineux. Un son métallique va alors se faire entendre et elle va sentir que quelque chose semble s'être ouvert sous elle, effectivement. La voici maintenant en train de quitter le vaisseau tout en flottant dans le rayon, fait de milliers de particules qui l'avaient amené jusque-là d'ailleurs. Elle aura le temps d'apercevoir les visages attristés de Meratos et des deux autres créatures qui la regardent s'en aller. Désormais, la voix de Meratos ne se fait plus entendre, mais une phrase qu'elle a prononcée ne cesse de tourner dans la tête de Roselyne Palaccio.
Il n'y a pas une vérité, mais il y a des vérités. Et à ce moment, elle se demande si ces êtres qu'elle vient de rencontrer lui ont communiqué leur vérité, et si d'autres stellaires lui tiendraient le même discours si elle avait l'occasion de les rencontrer. Et soudain, elle va se retrouver assise sur le bord de la route qui longe la plage, assise en position du lotus face à son amie Monique. Et elle réalise que la nuit est tombée et que son amie semble absolument hébétée. Quant aux enfants de Monique, ils s'expriment mécaniquement, on dirait des robots. Sur ces entrefaites, Pedro, le mari de Monique, va surgir en s'excusant d'être arrivé si tard. Le manque de chance a voulu que sa Land Rover tombe en panne, oui, pendant près de 3 heures. Tiens donc, comme par hasard. Sur le chemin du retour, Roselyne Palaccio va écouter la petite fille, Maria, la petite fille de Monique, qui s'exprime comme un robot et qui ne cesse de répéter qu'elle l'a vue monter dans un gros avion. Monique, qui a l'air absente, ne réagit pas. Pedro va donc poser des questions, mais personne ne lui répondra. En arrivant à destination, Roselyne Palaccio va se précipiter dans le cabinet de toilette de sa chambre pour aller vomir. La voilà maintenant prise de forts tremblements qui agitent tout son corps. Quelques secondes plus tard, ce sera le néant. Lorsqu'elle reprendra ses esprits, ce sera pour découvrir qu'elle est allongée par terre, près de l'entrée du cabinet de toilette. Elle aura tout de même la force de prendre une douche avant de se mettre au lit et de plonger immédiatement dans un profond sommeil peuplé de cauchemars. Lorsqu'elle va se lever durant la nuit pour se rendre aux toilettes et boire un verre d'eau, elle restera sans voix, en se regardant dans le miroir. Le côté gauche de son visage est rouge vif, ceci du coup jusqu'à la tempe, comme si elle avait pris un sérieux coup de soleil. Suivront pour elle 3 jours de délire, de cauchemars, d'évanouissements soudains, de tremblements incontrôlables, de vomissements, enfin la totale quoi. Et lorsqu'elle se sentira un petit peu mieux, elle pourra enfin se lever. Elle constatera que la moitié de son visage est couvert de croûtes affreuses. Pour la fille de Monique, c'est encore pire. C'est l'intégralité de son visage qui est en effet recouverte de croûtes brunes. C'est à peine si la pauvre petite peut ouvrir les yeux tellement elle est brûlée aux paupières. Quand Roselyne Palaccio voudra évoquer avec son amie Monique ce qu'il s'est produit sur la plage, celle-ci se montrera glaciale, ne le répondra pas. Son comportement n'a plus rien d'amical désormais, elle finira par comprendre bien vite la raison, Roselyne. Son amie lui reproche rien de moins que d'avoir attiré le malheur sur sa famille. Le lendemain, Monique s'est ainsi montrée détestable avec elle, ce qui l'a évidemment bouleversée. Comment est-ce possible? Elles se connaissent depuis des années. Et ce qui ne va pas arranger la situation, c'est qu'elle se sent toujours aussi mal physiquement. Elle continue de trembler inexplicablement, elle a toujours des nausées, des vertiges, et elle a l'impression qu'elle va s'évanouir à tout moment. La moitié de son cou et son visage sont désormais couverts de grosses croûtes noires. Son œil gauche lui fait terriblement mal, il s'en écoule du pu. Et quant à ses nuits, elles sont loin d'être paisibles. Elle fait des cauchemars, elle se réveille en sueur, la chemise de nuit collée à la peau, les cheveux trempés, comme si elle sortait de la douche. À l'insu de sa femme, Pedro, le mari de Monique, va venir s'entretenir avec elle. Il aimerait bien savoir ce qui s'est passé, si elle a vu des êtres à l'intérieur, comment ça s'est passé. Et elle sera incapable de lui répondre. Il n'y a pas un mot qui sort de sa bouche, elle va se mettre à pleurer. Et il va pas insister, il va la réconforter gentiment et il va s'en aller. Quant à Madame Marquez, la mère de Pedro, elle va également avoir une conversation avec Roselyne Palaccio et lui demander de manière très péremptoire de ne jamais parler à quiconque de ce qui est arrivé. En ajoutant que si elle s'y risquait, elle-même et sa famille diraient qu'ils ne la connaissent pas. Pour l'y inciter, elle va évoquer le sort d'un couple de retraités américains qui étaient autrefois ses voisins. L'homme, qui était un ancien professeur d'université passionné d'archéologie, avait choisi de venir passer sa retraite au Mexique. Ces gens-là menaient une vie toute paisible, sans histoire, jusqu'au jour où, un soir, il avait été le témoin d'un atterrissage de vaisseau et avait eu une longue conversation avec 2 de ses occupants. Le lendemain matin, il était allé voir la police pour raconter sa mésaventure et 2 jours plus tard, la mère de Pedro avait eu la surprise de voir 2 limousines de couleur noire monter jusque chez les Américains, pied au plancher. Et lorsque Madame Marquez était passée le lendemain matin pour les saluer avant de se rendre à son travail, elle avait eu la surprise de découvrir qu'ils n'étaient pas chez eux. Et pourtant, elle avait trouvé le four allumé,
Les lunettes de la femme se trouvaient sur la table de la cuisine, posées à côté de plats prêts à être dégustés. En se rendant dans leur chambre, elle avait également constaté que les dentiers de son mari se trouvaient toujours dans le verre d'eau posé sur la table de chevet. Comment était-ce possible? On ne part pas de chez soi en laissant le four à gaz allumé, sans ses prothèses dentaires et sans ses lunettes. Et pourtant, c'est dans ce contexte que ces braves gens avaient disparu du jour au lendemain sans laisser de traces. Quelques mois plus tard, une jeune femme inconnue, prétendant être la fille des Américains, était venue frapper à la porte de Mme Marquez et lui avait annoncé que ses parents étaient décédés dans un accident de voiture aux États-Unis, qu'elle avait fait le voyage pour venir chercher leurs affaires. Bon, cette histoire ne tenait guère debout. En tout cas, elle avait demandé à Mme Marquez si elle avait les clés, le double des clés. Mme Marquez lui avait dit que oui, donc elle est montée, Mme Marquez avec l'américaine, et à sa grande surprise, elle va trouver la porte d'entrée de chez ces gens verrouillée, alors qu'elle était repartie sans verrouiller quoi que ce soit. Et mieux encore, elle va constater que la maison est parfaitement rangée, comme si c'était rien passé. Après lui avoir conté cette étrange affaire, la belle-mère de Monique sera catégorique. Non, il ne faut pas parler de cette histoire, ça va prendre de gros risques. Nul ne doit savoir. Au fil des jours, l'ambiance va devenir si électrique qu'avec son amie Monique, que Rosine Palaccio, qui n'en peut plus, va écourter son séjour et elle va retourner au Québec. Et de retour là-bas, elle se sentira guère mieux. Lorsqu'elle se couche le soir, elle ne parvient pas à trouver le sommeil. Désormais, elle craint de s'endormir tant elle est terrifiée. Elle finira par ne plus dormir que 2 heures par nuit, alors qu'elle travaille dans la journée et qu'elle est enceinte. Durant un moment, elle entendra des bourdonnements dans sa tête et souffrira d'intenses migraines. Ça finira par cesser, mais de temps en temps, ça la reprendra. À chaque fois que ce sera le cas, sa vue se brouillera, elle verra alors des scènes qui n'existent pas, ou entendra des conversations de personnes invisibles. Un jour qu'elle discute avec quelqu'un, elle va capter ses pensées, et ça se reproduira. Elle aimerait bien oublier toute cette histoire, Rosine Palaccio, parce que c'est en train de la rendre folle, mais elle n'y arrive pas. Et à chaque fois qu'elle pose un œil sur Valo, sa petite fille de 3 ans, elle repense à son amie Atlante, Adalé, ainsi qu'à son décès tragique. Quelque temps après son retour, Valo va d'ailleurs la surprendre, un soir qu'elle dort à ses côtés, tandis qu'elle bouquine. Elles sont au lit, toutes les deux, voici que le bébé commence à bouger dans le ventre de Roselyne. Toute heureuse, elle pose la main sur son ventre pour le sentir mieux bouger, c'est alors que Valo va ouvrir un œil alors qu'elle dormait à poing fermé, et elle va lui dire si elle entend, est-ce que tu entends le bébé? Elle n'en revient pas, Roselyne, puisqu'elle a jamais dit à sa fille qu'elle était enceinte. Et elle va donc lui demander comment elle le sait, et la petite va lui répondre en posant le bras sur son ventre. Oh, je sais qu'il y a un petit frère là-dedans. Et après cela, elle se rendormira comme si de rien n'était. Le temps va passer. En 1974, Rosine Palaccio vivra encore un incident troublant avec son fils Manuel, parce que c'est un petit garçon, comme prévu, qui est né il a maintenant 7 ans. C'est un enfant sage et agréable depuis toujours, et voilà qu'un jour, l'idée lui a pris de s'amuser avec un cendrier. Vous savez, ces cendriers qui sont une boîte, et puis il y a un truc qui tourne, et voilà, puis ça fait tomber le mégot dedans. Donc, il s'amuse à faire tourner ça, le petit plateau, là, et puis d'un seul coup, Rosine Palaccio, ça lui rappelle le bruit que le petit vaisseau qui avait atterri sur la plage mexicaine faisait. Et c'est alors que son fils va la regarder fixement, d'un regard glacial, et ça va lui donner la chair de poule, car c'est pas du tout celui d'un enfant de 7 ans, et elle l'a d'ailleurs jamais vu afficher un tel regard, et la voilà pétrifiée. Ça n'aura duré qu'un bref instant, mais elle en restera marquée, car elle n'a pas compris ce qui a bien pu se passer. En août 1978, elle vivra un autre incident tout aussi troublant. Elle a déménagé et vit depuis un moment déjà dans les Laurentides, à Sainte-Marguerite du Lac-Masson, dans une petite maison précisément située au bord de ce beau lac. Et dans la nuit du 25 au 26 août 1978, elle va être réveillée vers 3 heures du matin. L'heure des contactés, dirais-je. Son ventre gargouille et elle réalise qu'elle perd du sang en abondance. Elle comprend rien à ce qui lui arrive d'ailleurs et elle se promet d'aller consulter le lendemain. En tout cas, elle va aller dans la salle de bain et en revenant de la salle de bain, voilà, avoir la surprise de trouver la fenêtre de sa chambre
grande ouverte, alors qu'elle était bien fermée avant qu'elle se rende dans cette salle de bain. Elle va alors remarquer en se penchant et en regardant à l'extérieur qu'il règne un silence de mort, parfaitement inhabituel. La lumière de la cour s'est allumée toute seule et elle constate que Mou, le chien de la famille, dort paisiblement. Lui, il n'a pas été réveillé. Et c'est alors que la terre va se mettre à trembler violemment. Sa fille Valo, qui est maintenant une adolescente de 15 ans et qui a été réveillée en sursaut, va arriver à fond de train pour la rejoindre. Ensemble, elles vont ramasser ce qui a chuté des meubles et des étragères et remarquer ensuite que le chien Mouf dort toujours du sommeil tout juste. En regardant par la fenêtre, elles vont apercevoir un petit point lumineux qui semble se rapprocher. Cette toute petite lumière vacille de droite à gauche et elle va d'abord venir aux limites de la propriété, s'arrêter, puis d'un seul coup elle va arriver jusqu'à la fenêtre. Tiens, ça nous rappelle Pi Mu Sigma, vous savez. En tout cas, elle est sphérique cette petite chose. Ça a la taille, le diamètre c'est la taille d'un pamplemousse. Hein, c'est pas bien grand, c'est un orbe. L'orbe va s'immobiliser durant quelques secondes devant la fenêtre et repartir à bonne vitesse dans un petit bois tout près. Le lendemain matin, Roselyne Palacio ne pourra que constater que l'hémorragie qu'elle a eue dans la nuit a totalement stoppé. Dans les jours qui suivront, il se passera rien, c'est fini. Elle sait pas ce qui lui est arrivé. Par contre, elle va avoir une sérieuse envie d'écrire. Et une sérieuse envie d'écrire tout ce qui lui passe par la tête de son aventure. Et à peine sera-t-elle assise devant sa machine à écrire qu'elle va se retrouver dans un état second. Dans sa tête, voilà qu'une voix lui dicte des phrases. Cette dictée télépathique est rapide, elle aura bien eu du mal à suivre le rythme. Et ce n'est pas tout, puisque simultanément, elle voit des scènes défiler dans sa tête. Et les années vont passer. Elle tentera évidemment de comprendre ce qui lui est arrivé. Elle se donnait du mal pour trouver de l'information sur les extraterrestres. À l'époque, dans les années 60, il faut quand même dire qu'il n'y a pas grand-chose. Hein, même après, ça va venir vraiment que beaucoup plus tard. Il n'y a pas autant de documentation que sur le sujet, évidemment. Et elle va mettre surtout des années à se confier à quelqu'un. En 1985, il s'est déjà passé près de 20 ans, eh bien, elle a une bonne copine à qui elle a tout dit, et sa copine va lui dire, bah, tu devrais écrire tout ça, pour que ton histoire soit connue du public. Bon, j'ai écrit, hein. Et bah, du coup, elle va lui dire, faudrait peut-être que tu ailles voir quelqu'un pour t'hypnotiser. Ça existait déjà à l'époque, Bob Hopkins, hein. Eh bien, c'est ce qu'elle va faire. Et elle va se faire hypnotiser par un certain Daniel Huguet, qui est un Français d'origine, je crois, un hypnothérapeute français. Et cette unique séance va lui permettre de retrouver l'intégralité de la mémoire de ce qu'elle a vécu, parce qu'elle avait des souvenirs conscients très très importants. Mais là, ce qui manquait, elle va le récupérer. Et en une seule séance d'ailleurs. Et pour elle, ça n'a pas été facile, et même particulièrement douloureux et traumatisant. Bon, au moins, ça lui aura permis de se libérer du poids de cette expérience incroyable qui lui a été donnée de vivre, donc, 20 ans plus tôt. Et donc, ce livre qu'elle a commencé à écrire en 85 ou en 1986 sera publié une première fois en 1984 sous le titre Rencontre du quatrième type. Vous voyez la couverture. Et ce livre va être publié, je vous montre encore la couverture, une seconde fois en 1996, sous le titre Fille de Meratos. C'est de ce livre que j'ai tiré mon exposé. Et une troisième fois, en 97, ça sera une publication de ce livre encore, sous le titre Témoignage, une rencontre avec des extraterrestres. Voilà. En tout cas, j'ai essayé de trouver des vidéos de Roselyne Palacio. Rien. Apparemment, elle s'est pas exprimée publiquement, ou pratiquement pas. En tout cas, il y a rien. Elle a peut-être fait une fois, parce que la photo que vous voyez là, eh bien, cette photo montre que c'est probablement une capture d'écran, mais j'ai rien trouvé. Et puis, il y a quelqu'un qui s'est intéressé à elle. Et ce quelqu'un, il s'appelle Jean Cazot. Alors ce monsieur, c'est un ufologue québécois bien connu, qui s'est terriblement intéressé de près au cas de Roselyne Palacio. Il l'a pendant au moins plusieurs décennies, il l'a rencontré plusieurs fois, ils se sont parlé plusieurs fois. Et cet homme-là, là j'ai trouvé une vidéo où il s'exprime, il a déclaré à son sujet
C'est dans une vidéo de 2023 ou 2024 qu'on peut trouver sur YouTube. Au cours de mes rencontres avec elle, j'ai pu mesurer l'amplitude des émotions vécues. Même après 35-40 ans, bah oui, quand elle revit ça, elle est toujours sous le coup. Et il dit, j'ai pu mesurer ça et surtout le profond accent de sincérité de Roselyne. Il a indiqué, cet homme-là, que d'autres cas sur lesquels il a enquêté par la suite lui ont permis de constater que certaines personnes avaient peut-être été approchées par les stellaires auxquels elle aurait pu avoir affaire. Ces êtres quasiment immatériels, et donc en quelque sorte éthériques, mais dotés aussi d'une forme bien humaine. Et dans une vidéo récente, où il l'évoquait à nouveau, Roselyne Palaccio, il a déclaré: son histoire est hallucinante, probablement trop magnifique, trop belle et surtout trop précise pour un certain nombre de gens, incapables d'accepter que tout cela soit réel et même seulement possible. Il dira encore dans cette vidéo lui avoir proposé une nouvelle publication de son incroyable histoire, mais qu'elle n'a pas acceptée. Depuis longtemps déjà, a-t-il dit dans cette vidéo, elle ne veut plus parler et préfère rester murée dans le silence. De toute manière, elle est restée toujours très discrète, cette dame-là, contrairement à d'autres contactés qui se sont beaucoup plus exprimés, qui ont été beaucoup plus diserts. Elle est restée en retrait. Bon, je pense que s'il en est ainsi, c'est parce que de toute évidence, elle a dû cruellement souffrir de cette histoire perturbante, des moqueries et des humiliations qu'elle a dû essuyer. Ceci pendant des décennies, quand elle s'est mise à être publiée. Bah oui, ici-bas, faut quand même le comprendre, tout le monde n'est pas prêt, ou du moins capable, pour accepter l'impensable, d'entendre l'impensable, y compris d'ailleurs une bonne partie du milieu ufologique, faut quand même le dire, parce que bon, on préfère le tollé-boulon. Voilà. Donc, enfin, je dis pas tout le monde, mais il y en a beaucoup. Donc, dommage. Parce que le tollé-boulon, c'est intéressant, savoir d'où ça vient, ce qui se passe, c'est passionnant. Mais, si on ne prend pas la dimension de conscience de ce qu'il y a à bord de tout cela, et de ce que ça peut être, je crois qu'on passe sérieusement à côté du sujet. Mais bon, j'essaye de compenser comme je peux. Voilà. Bon, bien écoutez mes amis, j'espère que vous avez passé un bon moment pour cette ultime partie de l'aventure incroyable qu'a vécue Roselyne Palaccio en 1966. Je vous remercie infiniment de votre attention, de votre générosité qui m'a vraiment rendu service ce mois-ci. J'espère que cette vidéo va marcher mieux. Et je suis déçue que cette histoire sur l'Atlantide n'ait pas fonctionné. J'ai tellement travaillé là-dessus, je me suis tellement appliquée que là, vraiment, ça m'a foutu le moral à zéro. Voilà. Donc j'espère que celle-là, au moins, elle sera écoutée. Merci. Et puis, tenez le coup avec la canicule parce que je pense qu'on aura un été assez chaud. En attendant, portez-vous bien, passez un bon week-end et comme d'habitude, vous le savez, je vous embrasse. À bientôt. Au revoir les amis.